Presento al signor Serge Tisserand, que es psiquiatra y doctor en psicología, codirector de la Diplomatura Universitaria en Ciberpsicología de la Universidad de París, Paris-Cité, fundador del Instituto para el Estudio de las Relaciones Hombre-Robot y miembro de la Academia de Tecnologías de Francia. Así que, profesor Tisserand, allons-y. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Oui, Ah, oui, parfait, oui. très bien. Combien de temps me donnez-vous? Je ne voudrais pas dépasser. Oui, Seulement 15 minutes. 15 minutes, très bien, d'accord. Voilà, donc merci de cette invitation pour parler de l'accueil, l'information du patient et la prise de décision. Je vais évidemment être amené à répéter des choses qui ont été dites par des interlocuteurs précédents, mais bon, on sait bien qu'il faut entendre plusieurs fois les mêmes choses sous des formes différentes pour bien les comprendre et les assimiler. Donc, d'abord, je voudrais dire une petite généralité sur l'intelligence artificielle. Souvent, on dit qu'elle a deux origines. La première, c'était John McCarthy, conférence Dartmouth en 1956, l'idée de l'intelligence artificielle qui est un résolveur universel de problèmes. L'autre origine, c'est Alan Turing, qu'on oublie des fois de mettre en parallèle, l'idée qu'une intelligence artificielle est capable de se faire passer pour un interlocuteur humain, à partir du moment où elle a la parole comme c'est le cas aujourd'hui, c'est évidemment encore plus facile. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont pas du tout des résolveurs universels de problèmes, mais comme ils arrivent à se faire passer pour un humain, beaucoup d'usagers, y compris des médecins, pensent qu'ils sont un résolveur universel de problèmes. Donc finalement, on peut dire que la réalité de la réalisation des projets de Turing a entraîné l'illusion des projets de John McCarthy. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout et partout où elle est, nous oublions qu'elle est. On prend le métro, on prend sa voiture, on envoie des mails, on oublie qu'elle est là et il risque de se passer la même chose en médecine. Donc d'où l'importance de cette rencontre et de parler des limites et des objectifs précis à lui donner. Et puis elle va se perfectionner. Sachez que l'intelligence artificielle actuelle, c'est peu de choses par rapport à ce qu'elle sera dans quelques années. Elle sera multimodale, hein, on interagira avec les cinq sens, elle s'incorporera, il y aura des open source, beaucoup, notamment en médecine, beaucoup d'intelligence artificielle spécialisée. Et puis, elle aura un visage et très vite un corps, dans un corps robotisé. Pourquoi? Parce qu'il a été montré que les préconisations d'une intelligence artificielle sont beaucoup mieux respectées par les médecins ou par les patients lorsque elle passe par un écran et avec un personnage plutôt qu'avec simplement un boîtier qui donne du texte à lire ou qui parle. Et les conseils sont encore mieux suivis quand c'est un robot qui a une présence physique. Donc l'incarnation de l'IA est inévitable simplement pour des raisons d'efficacité que les constructeurs de l'IA, évidemment, vont chercher à obtenir. Alors, dans tout ce que je vais vous dire, et après, ne perdez jamais, n'oubliez jamais ces quatre points essentiels. Ça a été dit, mais peut-être pas suffisamment pour le quatrième. Toujours les données, bien sûr, toujours les algorithmes, bien sûr, toujours la production de l'IA, qu'est-ce qu'elle propose, et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on en fait. Et l'utilisateur, il faut comprendre que l'utilisateur est un élément majeur de aujourd'hui, et demain des conséquences de l'utilisation de l'IA. Alors en médecine, il y a beaucoup d'espoir sur le diagnostic, sur les thérapies. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Elles ont été évoquées, l'anonymisation des données, le risque, bien sûr, d'un apprentissage automatique, hein, qui reste une boîte noire, la question des algorithmes, la difficulté des médecins de s'opposer à des propositions d'intelligence artificielle, avoir tort contre l'intelligence artificielle qui s'avère avoir raison, c'est dangereux, avoir eu raison, mais s'en être remis à la décision de l'intelligence artificielle, c'est avoir ouvert le parapluie et pouvoir plaider le fait qu'on l'a cru et du coup moins risqué d'avoir un procès.
Donc le risque que, bien que les suggestions de l'IA ne soient que des suggestions, elles soient suivies, ben, d'abord pour la raison que je disais tout à l'heure, parce que l'IA est si puissante qu'on la crédite de capacités qu'elle n'a pas, et ensuite parce que le parapluie de l'IA permettra d'écarter la menace de procès possible. Alors, il y a quand même un risque de déshumanisation important. Je vous ai mis ici à droite des robots de téléprésence qui sont d'ores et déjà utilisés. Et il y a quelques années, un médecin, faisant sa contre-visite l'après-midi, a annoncé un diagnostic de mort à un patient. Le patient allait mourir dans 5 jours. Et la fille du patient était dans la chambre, elle a filmé les choses, et elle a filmé le désarroi de son père. Et il y a eu un scandale sur l'utilisation d'un robot de téléprésence pour annoncer des décisions aussi graves à un patient. Mais en laboratoire, ça marche, et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se redire. En médecine, les choses peuvent marcher en laboratoire, elles ne marchent pas forcément à l'hôpital. Donc, il faut toujours faire des études qui prennent en compte ben, les facteurs technologiques, bien sûr, la faisabilité, mais aussi comment des outils numériques vont transformer les relations entre les soignants et les patients, mais aussi entre les soignants entre eux et aussi entre les patients entre eux. C'est le modèle biopsychosocial de Engel. Alors, espoir et inquiétude, et pour éviter les problèmes, il faut penser la relation médecin-malade comme une alliance thérapeutique. Alors, une alliance thérapeutique qui va reposer sur quelle base? Ben, d'abord, l'accueil du malade. Il faut voir avec lui toutes les informations qu'il désirera recevoir, hein, et puis celles éventuellement qu'il ne voudra pas recevoir. Une patiente comme ça, une fois, a reçu en consultation avec son médecin généraliste une information qu'elle avait refusé de recevoir sur le sexe d'un bébé d'un fœtus dont elle avait avorté plusieurs années auparavant. Elle avait refusé de connaître le sexe, mais le médecin généraliste l'avait dans sa base de données et il le lui a dit. Évidemment, c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas savoir. Mais elle avait toujours refusé de le savoir. Donc déjà, catégoriser les décisions pour lesquelles le patient veut de l'information ou il n'en veut pas, et puis les découvertes éventuelles sur sa famille. Il faut que toutes les informations soient données à tout moment, hein, et d'ailleurs, l'intelligence artificielle va probablement aussi nous aider à formuler clairement aux patients des choses aujourd'hui que nous ne savons pas très bien comment formuler. Évidemment, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'examen. ChatGPT déjà fait des comptes rendus remarquables, remarquablement empathiques, hein, remarquablement précis et chaleureux, alors que beaucoup de médecins ne savent pas les faire ou n'ont pas le temps de les faire. Et puis les prises de décision, bien sûr, qui doivent toujours laisser au patient le sentiment qu'il est l'agent de sa propre vie. Mais là, on rencontre tout de suite une difficulté. C'est que la relation médecin-malade, elle est réciproque, bien sûr, mais elle n'est pas symétrique. Elle est même terriblement asymétrique. Il y a une asymétrie cognitive, hein. Le médecin connaît les maladies, voilà. Même si le malade est allé surfer sur Internet, il n'a pas la connaissance du médecin, bien sûr. Au contraire, le patient privilégie souvent ce qu'il y a de pire, hein, parce que d'ailleurs c'est ce qu'il y a de pire qui est le plus présent sur Internet, toujours. Donc le médecin connaît tous les aspects des maladies mieux que le patient. Il n'en dramatise pas forcément les aspects problématiques. Il y a une asymétrie expérientielle, d'expérience. Le patient n'a que sa maladie à lui, le médecin, lui, il en a vu beaucoup. Et puis, il y a surtout une asymétrie émotionnelle. Le patient qui s'est atteint par une maladie, qui se croit gravement malade, il est très inquiet. Et son angoisse est majorée sur les réseaux sociaux. Et donc le médecin qui a appris à contrôler son empathie, qui a appris à prendre du recul par rapport à ce qu'il éprouve face à la souffrance d'autrui, va donc devoir prendre en compte le fait qu'il est capable de prendre du recul, alors que le patient lui, n'en est pas capable. Donc cette triple asymétrie, il faut qu'elle soit bien présente à l'esprit du thérapeute, à l'esprit du médecin, de l'infirmière, pour pouvoir gérer justement l'ensemble des informations qui vont être données aux patients, y compris celles qui vont être fournies par l'intelligence artificielle. Alors en France, depuis 2013, on a comment dire, on a un protocole qui s'appelle la décision médicale partagée.
La décision médicale partagée, ça a été un grand progrès hein, depuis 2013. Le médecin doit informer le patient. Il doit vérifier que le patient a bien compris. Or, comme je disais tout à l'heure, l'IA va probablement nous aider à bien formuler les choses. Le médecin discute avec le patient pour lui dire ce qu'il a compris et justifier ce qu'il propose, et puis ils prennent ensuite une décision. Et ce qui est bien important à comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un échange d'informations hein, qui est un élément de respect du patient qui est extrêmement important. Et justement, avec le développement de l'IA, des médecins vont peut-être avoir un peu plus de temps pour se consacrer à ces tâches, à condition bien sûr que les administrations ne tirent pas prétexte que certaines tâches sont faites plus vite pour réduire le nombre de médecins. Donc l'intelligence artificielle va permettre un certain nombre de... Je crois que... non, ça je vous ai dit. Donc, oui, donc l'intelligence artificielle va permettre d'organiser un processus d'avancée de la thérapie en plusieurs étapes. Et ce qui va être très important, c'est que le médecin, c'est que les compétences empathiques du médecin soient favorisées de manière à ce qu'il soit capable de faire face notamment à cette fameuse asymétrie hein, que je vous évoquais tout à l'heure et au fait que le patient soit évidemment tenté de prendre de la manière la plus dramatique possible tout ce qui lui est dit, ou au contraire de se laisser aller à sous-estimer la gravité de sa maladie parce que le médecin semble en parler avec une certaine tranquillité. Et donc, la construction de l'empathie chez le médecin devrait, avec l'IA, encore plus qu'avant l'IA, représenter un objectif important de la formation médicale. Alors, l'empathie, elle se construit comment? Alors, j'ai un petit schéma ici autour d'un bateau qui va permettre de comprendre. Donc, l'empathie, elle a plusieurs couches qui sont empilées les unes au-dessus des autres. Alors, j'aurais pu mettre une pile d'assiettes, mais un bateau, ça permet de mieux comprendre ce qu'on appelle les composantes de l'empathie qui sont celles que tout le monde possède à un degré ou un autre, et puis la manière dont l'empathie va être investie dans la vie sociale. Et vous voyez, je veux dire quelques mots de composantes de l'empathie parce que vous allez voir pourquoi elle est soumise à rude épreuve chez les étudiants en médecine. Donc d'abord, on a l'empathie émotionnelle hein, qui apparaît aux environs de 3 mois et qui concerne la capacité d'identifier les émotions d'autrui tout en ne se confondant pas avec autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère. Aux alentours de certains auteurs disent que c'est dès la naissance, enfin c'est entre la naissance et 6-8 mois. Ensuite, c'est la préoccupation d'autrui qui apparaît vers 2 ans. Et il y a beaucoup de vidéos là-dessus. On voit des bébés qui, dans un laboratoire de recherche, voient un chercheur tomber des livres, le chercheur porte des livres, et il y en a un qui tombe, et le bébé se précipite pour le ramasser et le lui donner. Donc, cette préoccupation d'autrui, elle est très vite tempérée par le fait que les enfants, même petits, comprennent que des actes altruistes vont attirer des récompenses, et donc que finalement, c'est plus en fonction des récompenses qu'ils peuvent obtenir qu'ils doivent orienter leur altruisme que de façon gratuite. Et puis, il va y avoir l'empathie cognitive qui apparaît vers 3 ans et demi, hein, c'est la capacité de découvrir que l'autre a un fonctionnement mental différent de soi. Et cette empathie cognitive jointe à l'empathie émotionnelle vont autant permettre de manipuler autrui que de lui venir en aide. Et c'est finalement le contrôle des émotions, hein, la capacité de non seulement de percevoir ses émotions et celles d'autrui, mais aussi la capacité de pouvoir se contrôler ses émotions, qui va avoir pour effet d'orienter les capacités cognitives et les capacités émotionnelles pour venir en aide à autrui. Or, le grand problème chez le médecin, c'est que
Son empathie émotionnelle, il faut qu'il apprenne à la maîtriser et souvent il finit par l'éteindre. Et son empathie cognitive, elle prend évidemment beaucoup d'importance. Mais encore une fois, il faut que le médecin se rende compte qu'il y a une asymétrie considérable. Jusqu'à maintenant, c'était une asymétrie dans la compréhension de la maladie, une asymétrie dans la perception émotionnelle de la maladie. Aujourd'hui, ça va être une asymétrie en plus dans la compréhension de ce que l'intelligence artificielle va proposer. Et donc, ce contrôle des émotions, c'est ce qui permet à des personnes de se mettre émotionnellement à la place d'autrui et pas seulement intellectuellement à la place d'autrui. Et quand on se met émotionnellement à la place d'autrui et qu'on est capable de percevoir ses souffrances, évidemment, on est bien mieux placé pour y répondre. Et puis, il y a les différentes formes que prend l'empathie dans la vie sociale, hein, et c'est un autre étage, hein, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales qui sont également très importantes, mais dans la relation entre le médecin et le malade, c'est vraiment les composantes de base de l'empathie qui jouent un rôle essentiel. Vous avez également quelque chose qui s'appelle l'auto-empathie, qui est la capacité d'utiliser, la capacité de mettre en place pour soi-même les mêmes composantes de l'empathie, c'est-à-dire comprendre ses émotions, enfin percevoir ses propres émotions, c'est l'empathie émotionnelle, les percevoir avec justesse, pas se tromper sur ce qu'on éprouve, comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on éprouve, avoir la préoccupation de soi, s'occuper de soi, être capable de bien s'occuper de soi, et puis être capable de percevoir à l'intérieur de soi différents points de vue, d'orienter son attention à l'intérieur de soi sur un point de vue ou un autre, tout ce qui permet d'augmenter l'empathie pour soi, l'auto-empathie, permet d'augmenter l'empathie pour autrui, et tout ce qui permet d'augmenter l'empathie pour autrui permet d'augmenter l'empathie pour soi. Je vous dis tout ça, Professeur on Tisserand, arrive à la il fin, ne nous on reste arrive à la fin, que 2 minutes. c'est la conclusion. Voilà, donc on va passer à la conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que les médecins doivent avoir une bonne empathie cognitive, hein, comprendre ce que les patients vivent, mais également avoir une bonne empathie émotionnelle, comprendre ce qu'ils vivent et pouvoir en être ému. Et donc, comme je vous disais, plus il y aura d'intelligence artificielle dans cette situation exceptionnelle qu'est la relation médecin-malade, plus il sera important de développer les compétences empathiques des étudiants dès le début de leurs études, voilà, selon différentes méthodes qui sont expérimentés aujourd'hui dans différentes universités. Merci de votre attention. Merci à vous. Et maintenant, c'est le tour. Ah oui, s'il vous plaît, restez, professeur Tisserand, en ligne pour le débat qu'il y aura à la fin de cette session. Maintenant, c'est le professeur, pardon, la professeure Christina Lindenmayer, psychanalyste, Association psychanalytique de France, professeure de psychopathologie, Université Sorbonne Paris-Nord, responsable du groupe de recherche santé somatique et psychique digitale et intelligence artificielle, GDR du Centre Internet et Société du CNRS. Bienvenue. Voilà, vous voyez bien. Alors, attendez, parce que du coup, je ne trouve pas. 2 secondes. Ça va? Vous voyez bien? Oui. Vous avez 15 minutes pour l'exposition. OK, merci. Bien, bonjour et merci beaucoup de l'invitation.
Donc, je veux vous parler de la pratique du télésuivi et de la télémédecine, surtout la problématique de la relation entre le médecin et le malade dans ce cadre du télésuivi et de la télémédecine. Pour cela, je vais m'appuyer sur une recherche interdisciplinaire que j'ai coordonnée en 2021 sur l'évolution du monitoring et les effets des dispositifs numériques sur la relation médicale dans le cadre du traitement de l'apnée de sommeil. Recherche. Madame Lienemeyer, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran, s'il vous plaît? Ah, Merci. attendez, je vais voir si j'arrive. Je crois que c'est avec le petit bouton vert en haut du PowerPoint, à gauche. À gauche. Ici? Un tout petit peu plus haut. Voilà. Ah, le vert. Le petit bouton vert. Mais je ne vois pas. Bon, on voit déjà mieux comme ça, merci. Ça va mieux là? Oui, merci. Ok. Donc, recherche qui a été financée par le Centre Internet Société du CNRS et l'Institut de la personne en médecine. Alors, cette recherche, c'est une recherche interdisciplinaire dans laquelle plusieurs chercheurs ont participé. Donc, des collègues qui viennent de disciplines très différentes, des sociologues, informatiques, sciences de la communication, droit privé, juristes, médecins et spécialistes en apnée de sommeil, psychologues et spécialistes en apnée de sommeil, psychologues cliniciens et philosophes. Alors, qu'est-ce que c'est l'apnée de sommeil? C'est en fait un syndrome qui caractérise par des pauses respiratoires pendant le sommeil. Les apnées de sommeil, elles sont traitées en première instance par la ventilation en pression positive continue. C'est cette machine noire sous la photo appelée PPC. Donc, il s'agit d'une machine à laquelle est connecté un tuyau et un masque qui est posé sur le sujet pendant toute la période de son sommeil. En 2021, en France, 1 300 000 patients ont été traités par ce type de dispositif et actuellement, en 2004, 1 600 000 patients sont traités par ce type de dispositif. Depuis le milieu des années 1990, pardon, ça fait un peu loin quand même, 1990, les PPC sont équipés des mémoires internes qui permettent de collecter les données respiratoires des patients, renseignant ainsi à la fois quant à l'efficacité du traitement et le nombre d'apnées réalisées par nuit, et à son observance, c'est-à-dire le nombre d'heures utilisées par la nuit et le nombre de nuits utilisées, que les patients utilisent l'appareil pendant la nuit. À cette époque, donc dans les années 90, ces données étaient collectées par des techniciens qui venaient au domicile du patient et ensuite ils transmettaient au médecin sous format papier les données et celui-ci pouvait donc réaliser une analyse différée et rétrospective de la situation du patient. Ce dispositif s'est enrichi à partir du milieu des années 2000 de la possibilité pour le médecin de consulter les données sur des sites Internet sécurisés, lui permettant de s'affranchir du papier. Cependant, la temporalité restait encore l'analyse rétrospective. Depuis 7 ans, les machines PPC sont communicantes, c'est-à-dire dotées d'une technologie permettant d'envoyer quotidiennement les données directement vers des serveurs consultables
par les médecins, ce qui caractérise le télésuivi. Le médecin peut donc modifier et régler la machine, ce qui caractérise la télémédecine. La pandémie de la COVID a été un puissant accélérateur de la mise en place de ces dispositifs et en 2021, il était prévu d'introduire des systèmes d'intelligence artificielle pour former un système à initiative mixte, c'est-à-dire la machine fournit à l'humain, au médecin ou au prestataire, des informations ou des estimations concernant la bonne décision et le médecin décidait au final. Depuis 2021, beaucoup de résistances existent concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce cadre. On va comprendre pourquoi. En 2019, la résolution du Parlement européen sur la politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique invite à la prudence quant à l'utilisation des procédés algorithmiques dans le champ médical, soulignant que le système actuel d'approbation des dispositifs médicaux pourrait ne pas être adapté aux technologies de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, la résolution met en garde contre les biais d'automatisation qui pourront amener les utilisateurs, les médecins, à céder facilement à la solution proposée par l'instrument technologique. C'est pour ça que nous avons donc développé ce projet de recherche en 2021 concernant clairement la relation médicale dans ce cadre. Un projet de recherche qui a comme objectif de développer une analyse véritablement interdisciplinaire sur les enjeux et les effets des dispositifs numériques dans la relation médecin-patient, dans un cadre très particulier qui c'est la maladie chronique, l'apnée de sommeil, en prenant en compte l'augmentation du recours à ces dispositifs depuis la COVID-19. La méthode que nous avons utilisée est la méthode sous format d'enquête. Ont participé à cette recherche 20 médecins, tous avec une pratique ou en libéral, ou à l'hôpital, ou libéral et à l'hôpital. Tous les médecins avaient plus ou moins une expérience entre 4 ans et 25 ans dans le champ de l'apnée de sommeil. Nous avons donc, dans un premier temps, développé un auto-questionnaire Internet qui a été rempli par les 20 médecins. Ensuite, après l'analyse interdisciplinaire de ces auto-questionnaires, nous avons développé un entretien semi-directif, entretien qui a été réalisé à l'époque par téléphone. Ensuite, la totalité des entretiens a fait l'objet d'une retranscription intégrale mot à mot, attentif à la fois à une stricte anonymisation des participants, de leurs institutions, ainsi que des situations cliniques évoquées pendant les entretiens. Ensuite, nous avons fait une analyse verbatim sur un prisme interdisciplinaire en 2 temps. D'abord, chaque discipline analysait les entretiens et soulevait les éléments les plus importants qui apparaissaient à partir des retranscriptions des entretiens. Et dans un 2e temps, une fois par mois, on s'est retrouvés en section plénière où les disciplines pouvaient discuter et arriver donc à un résultat commun. Un tel croisement des regards nous a permis d'identifier 4 thématiques qui ont été identifiées par les plusieurs disciplines qui ont participé de ce projet. La première thématique, nous l'avons intitulée «
la saturation à la confluence de l'accélération et des injonctions. D'après la réponse de l'ensemble des participants, l'évolution technologique de ces dispositifs sont présentées pour améliorer l'efficacité des traitements. Je vais peut-être mettre en bas, ça va être peut-être mieux. Voilà. Cependant, l'ensemble des médecins disent qu'ils entraînent une surcharge cognitive car ils s'y donnent comme tâche de devoir gérer une quantité énorme de données recueillies par la machine. Cette pression augmente leur sentiment d'épuisement et de dépendance vis-à-vis des machines, mais aussi vis-à-vis des techniciens en charge de ces mêmes machines. La moitié des médecins témoignent d'une crainte d'être dépossédés de leur mission thérapeutique première, c'est-à-dire le maintien de la relation humaine, mais en même temps devant s'adapter à l'évolution technologique. 12e thématique, autonomie et délégation. Selon la réponse de l'ensemble des médecins, ces dispositifs modifient largement leur autonomie, en plus du fait que certains ne se sentent pas suffisamment formés à ces technologies ni aux questions juridiques concernant l'utilisation de ces dispositifs. Le rôle des prestataires est aussi soulevé comme étant un élément important et inquiétant, puisque selon les médecins, il n'y a pas une clarification de leur responsabilité juridique, notamment dans des situations de conflit ou de litige. Deuxième point concernant cette thématique, la majorité des médecins évoquent qu'effectivement l'autonomie des patients augmente, mais aussi leur responsabilité sur eux-mêmes augmente également, ce qui peut poser problème, surtout pour des patients plus fragiles. Professeur Mayer, il ne vous Oui. reste que 5 minutes, s'il vous plaît. Très bien. Troisième thématique, pratique et projection. L'utilisation des objets connectés transforme considérablement les méthodes de travail de la pratique, car la machine ne se contente plus de transmettre les informations, mais elle participe activement du traitement. La moitié des médecins projettent sur le dispositif l'idée que la machine est plus performante qu'eux et en conséquence, ils expriment une crainte de devenir passifs face aux décisions automatisées. En même temps, ils ressentent une pression des tutelles à s'adapter à ces nouvelles technologies, ce qui peut engendrer dans la moitié des participants la crainte que la pratique de la médecine devienne une simple collecte des données, ce qui engendre chez ces participants des sentiments d'insécurité et des dévalorisations d'eux-mêmes, mais aussi de leur profession. Quatrième thématique, transparence et surveillance. La tension entre l'injonction à la visibilité des données et l'opacité des algorithmes questionne l'ensemble des médecins quant à la question de la transparence. L'ensemble ressente une surveillance accrue. La moitié voit en cela la possibilité d'une amélioration. L'autre moitié est plutôt du côté d'une crainte et soulève le danger d'une surveillance généralisée. Nous pouvons donc résumer les résultats de la façon suivante. Au départ, promesse des gains du temps, mais en réalité, une trop grande quantité des données à traiter, ce qui déclenche deux injonctions, la surveillance continue et beaucoup de réactivité des médecins,
car ils sont dans l'ensemble très attachés à leurs responsabilités des médecins. Cela déclenche une saturation cognitive, mais également une détresse psychique, car ils sont tous attachés à leur mission thérapeutique initiale, c'est-à-dire la relation humaine. La machine vient donc modifier leur travail, ce qui engage des problèmes concernant des aspects juridiques, jusque-là pas encore connus. Tout cela interroge l'idéologie de la transparence, mais aussi la banalisation de la surveillance, interrogeant l'ensemble des médecins concernant une technologie liée à une notion de progrès, ce qui pose des questions dans la situation relationnelle entre patients et médecins. Le tout produit donc un sentiment d'ambivalence où il y a fascination concernant les outils numériques, mais aussi la crainte d'être dépossédés de leur mission thérapeutique primaire, car la relation humaine pour l'ensemble des médecins reste centrale. Pour conclure, l'évolution de la technologie dans le traitement de l'apnée du sommeil crée donc une situation paradoxale et productrice d'ambivalence. Les médecins donc s'y sentent partagés entre l'utilisation de ces outils comme étant des outils bénéfiques à la relation, en même temps que la crainte que ces mêmes outils viennent donc écraser leur fonction première, autrement dit, la relation initiale entre médecin et patient. Vous pouvez donc retrouver les 44 pages de ce rapport sur ce site, mais aussi sur un article que nous avons publié l'année dernière concernant ce projet. Je vous remercie. Merci à vous, Madame professeure Lindmeyer. Maintenant, c'est le tour au professeur Daniel Granada et d'autres du département de sciences naturelles et sociales de l'Université fédérale de Sainte-Catherine, Brésil. Et le sujet sera les possibles conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé et dans le contexte des sociétés latino-américaines marquées par les inégalités sociales. Alors, bonjour. Vous m'entendez? Oui, merci monsieur, on vous entend. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en français, c'est ça qui était convenu. Et ma présentation ici, elle sera en espagnol. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier M. Dick par toute l'organisation de cet événement, par l'invitation également. Je dis que cette communication qu'on va présenter ici, c'est fait par moi, Daniel Granada, professeur Michael Finkler et professeur Marcia Grisotti, tous les trois du programme de post-graduation en santé collective de l'Université fédérale de Santa Catarina, Florianópolis. Et on va essayer d'apporter quelques idées par rapport à de la sociologie et anthropologie pour aider à penser un peu les conséquences de l'intelligence artificielle, les possibles conséquences de l'utilisation sur la détermination sociale du processus de santé et maladie. Bon, je vais suivre les textes que nous avons écrits ensemble. Donc, du coup, on va commencer par quelques réflexions à propos des idées de Marshall McLuhan, qui, dans son livre « Les médias comme extension de l'homme », il attirait l'attention sur l'utilisation de la technologie comme un moyen d'élargir les capacités humaines. En ce sens, l'auteur a démontré, à cette époque, comment les médias de masse affectaient de manière décisive les expériences physiques et mentales des êtres humains et des sociétés. Pour lui,
la compréhension de la technologie et des moyens de communication en tant qu'extension de l'intelligence humaine et du corps humain nous conduirait vers un nouveau monde, celui de l'ère électronique, un monde tribalisé, cosmique, audio-tactile, représentant en quelque sorte une deuxième révolution industrielle, marquant une rupture profonde avec le monde de la première révolution industrielle, mécanique, linéaire, aristotélien et typographique. Dans le contexte contemporain, l'existence des machines capables d'apprendre et de créer de manière autonome, ou même les programmeurs ne sont pas capables de prédire, de mesurer précisément le développement et les conséquences de leur utilisation, nous pouvons être face à une importante rupture avec les formes précédentes de sociétés humaines. Ce contexte nous conduit à une rupture dans ce qu'on appelait conventionnellement de l'anthropocène, le terme popularisé dans les années 2000 par les chimistes néerlandais Paul Crutzen, qui cherchait à désigner une nouvelle époque géologique caractérisée par l'impact de l'homme sur la Terre. Avec l'amélioration de l'intelligence artificielle, nous entrons dans une époque où les machines peuvent et auront un impact croissant sur nos vies. De cette manière, il est probable que nous dirigeons vers un technocène, avec la technologie comme une nouvelle nature. En ce sens, cette communication cherche à mettre en évidence certaines contradictions plus vastes et plus notables qui posent l'intelligence artificielle face aux inégalités sociales en Amérique latine et leurs impacts sur la santé. Bon, on avait fait une caractérisation de l'intelligence artificielle avec des définitions, mais vu les travaux précédents, je vais passer ça parce que ça a été déjà très bien mis en évidence par des collègues. Donc, lorsque cette technologie est utilisée dans le domaine des soins de santé, une série de défis potentiels émergent. Force est de constater que, comme pour tout thème émergent, les discours sont polyphoniques et souvent contradictoires. Dans le domaine des applications en médecine, certains auteurs ont divisé les applications des IA en virtuel et physique, la première faisant référence à un système de dossiers de santé électronique pour l'orientation basé sur des réseaux neuronaux dans les décisions de traitement, tandis que la seconde serait liée à la réalisation de chirurgies assistées par des robots, création de prothèses intelligentes pour les personnes handicapées et des personnes âgées, des usages aussi dans l'éducation en santé. Et l'analyse réalisée par des auteurs démontre que les applications de l'intelligence artificielle dans les soins de santé peuvent être les plus variées, depuis l'utilisation de nouveaux programmes d'éducation sanitaire jusqu'au développement des applications déjà répandues, comme celles qui surveillent les battements cardiaques contre les activités en temps réel, et des applications plus complexes, comme dans le cas de l'industrie pharmaceutique, à l'analyse et l'utilisation des données collectives dans les processus de diagnostic et chirurgicaux. Bon, par rapport aux déterminants sociaux de santé, l'intelligence artificielle n'a pas encore beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Donc, on a essayé de revoir quelques articles qui faisaient une critique, voire cherchaient des potentialités à propos des déterminants sociaux de santé. Et bien sûr, on les a adaptés à une vision du cas de l'Amérique latine, et spécialement après du Brésil. Compte tenu de ce large éventail d'usages de l'intelligence artificielle, il convient de réfléchir à ce qui peut se produire dans des contextes où les inégalités sociales sont assez importantes, comme dans le cas de l'Amérique latine. À cette fin, il est important de comprendre la détermination sociale du processus de santé et maladie, puisque les facteurs jouent un rôle prononcé dans les conditions de vie et santé de la population. Certains travaux récents ont été consacrés à réfléchir aux impacts possibles de l'intelligence artificielle sur les déterminants sociaux de santé. Les déterminants sociaux de santé, ils sont compris comme des facteurs ils peuvent affecter positivement ou négativement
la situation de santé des individus, des sociétés, et qui vont des caractéristiques génétiques et biologiques jusqu'aux facteurs associés au mode de vie et style de vie, aux problèmes environnementaux et sociaux qui agissent tout au long de la vie des gens et dans les processus migratoires, au long du processus migratoire également. Malgré l'importance des déterminants sociaux de santé, cette approche est critiquée pour ne pas prendre en compte de manière plus approfondie des questions liées aux relations raciales, des genres, qui seraient dans certains cas des marqueurs naturalisés sans être comprises d'une manière significative comme des facteurs déterminants dans le processus de santé et maladie. Bon, là, on a l'arche des déterminants. Ça, c'est un modèle classique déjà qu'on utilise pour comprendre la détermination sociale du procès de santé et maladie, qui va au centre, nous avons des questions liées au biologique, aux questions biologiques. Et après, ces questions biologiques vont être influencées par des questions du style de vie individuel, social, conditions de vie, travail et environnement général où les sujets et les personnes, elles vivent. Bon, les recherches sur le possible impact de l'intelligence artificielle sur les déterminants sociaux de santé, cherche à comprendre les potentiels des modèles de l'intelligence artificielle pour réduire les inégalités en santé en abordant les déterminants sociaux de la santé. La capacité de traiter une grande quantité de données signifie que ces modèles possèdent un grand potentiel pour être des modèles permettant d'identifier et d'agréger, d'exporter des données à propos des déterminants sociaux de santé, tels que statut de logement, niveau d'études, les niveaux de revenus, entre autres, qui peuvent être traités à grande échelle par des modèles d'intelligence artificielle. Des milliers d'individus enregistrés sur les bases de données, ainsi que l'association avec d'autres données non structurées de santé sont des potentiels usages aussi pour l'application de l'intelligence artificielle par rapport aux déterminants sociaux de santé. En utilisant l'intelligence artificielle, on s'attend à ce que les gestionnaires soient en mesure de prendre des décisions plus éclairées, par exemple, grâce à des modèles de provision qui combinent des informations possibles traitées par l'intelligence artificielle, dans le but d'améliorer la stratification et réorienter vers des interventions plus précises, ciblées sur des populations les plus vulnérables, en réduisant, dans ce sens, les pertes et les dépenses inutiles aux moins efficaces. D'autres utilisations de l'intelligence artificielle en santé seraient liées à la possibilité pour les organisations et gestions pour identifier des facteurs qui seraient cachés ou sous-jacents à l'identification des problèmes dans une population donnée. Grâce aux informations disponibles traitées par l'intelligence artificielle, un traitement plus ciblé et personnalisé serait possible, axé sur des besoins spécifiques des individus et des communautés auxquelles ils appartiennent, ainsi que la mise en relation des utilisateurs du système de santé avec les services sociaux appropriés et d'autres ressources pour chercher à répondre aux besoins sociaux. Parmi les préoccupations et les critiques concernant la relation entre les déterminants sociaux de santé et l'intelligence artificielle, il est avancé que l'apprentissage automatique, elle dépend certainement des données disponibles. L'utilisation d'une base de données biaisée ou avec des données incomplètes, ou même avec des données erronées ou mal saisies dans ce système, peut produire ou creuser même les inégalités, entraînant des conséquences inattendues. Ainsi, elle peut conduire à des atteintes à la vie privée, mais aussi au renforcement de préjugés sociaux, comme le maintien du racisme et des distinctions liées aux classes sociales et au genre, perpétuant, voire augmentant les inégalités de santé. Dans le même sens, les volumes de données disponibles dans les systèmes de santé, les systèmes uniques de santé que nous avons ici au Brésil, par exemple, pourraient devenir un objet d'intérêt
pour les grandes entreprises de technologie qui investissent déjà massivement dans les solutions d'IA pour la santé, telles que Google, Samsung, Apple et Meta. Si le Brésil et d'autres pays de la région n'investissent pas stratégiquement dans le domaine de l'infrastructure informatique, à former des professionnels, à créer même des modèles de l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous pourrions subir une sorte de colonialisme des données, offrant gratuitement les données collectées dans les réseaux de santé publique et payant cher par les modèles formés pour interpréter ces données avec l'intelligence artificielle élaborée pour ces entreprises. Dans ces conditions, il est nécessaire de garantir que les processus éthiques qui guident l'utilisation des IA en évitant la perpétuation des préjugés. Par conséquent, dans ce contexte, l'Amérique latine, Par conséquent, dans ce contexte de l'Amérique latine, l'une des régions les plus inégalitaires de la planète, nous soutenons que les modèles doivent être adaptables aux réalités locales en tenant compte des variables de race, d'origine ethnique, de sexe, âge, de région, si urbaine, rurale, riverain, forestier, etc. Plus les modèles appliqués sont flexibles et adaptables, plus grandes sont les chances d'obtenir des résultats plus efficaces et cohérents avec les besoins des populations locales. Récemment, une publication de l'Académie brésilienne des sciences intitulée « Recommandations pour l'avancement de l'intelligence artificielle au Brésil » en novembre de 2023 apporte des recommandations pour l'utilisation sûre de la technologie au Brésil. Compte tenu du potentiel de son utilisation dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de la santé, la publication met en garde, par contre, par rapport aux risques éthiques et fournit des recommandations sur la nécessité d'élaborer des réglementations en vue de minimiser les risques de son application. Bon, par rapport au développement récent, et je sais que j'ai 2 minutes 30 qui me restent, par rapport au développement récent de l'intelligence artificielle du Brésil, récemment, ça a été le mois de juillet, si je ne me trompe pas, mais ouais, c'était le mois de juillet, il y a une conférence organisée par le gouvernement brésilien qui a lancé le plan brésilien d'intelligence artificielle appelée l'intelligence artificielle pour le bien de tous, avec des investissements prévus à l'ordre de 4,14 milliards de dollars. Et avec l'objectif ambitieux de transformer le Brésil dans une référence mondiale dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, spécialement dans le secteur public. Un autre, le secrétariat à l'information et santé numérique brésilien, créé au sein du ministère de la Santé, a été créé pour étudier les moyens de mettre en œuvre des outils de IA dans les systèmes uniques de santé dans le but de qualifier les professionnels. Je ne vais pas citer, il y a tout est sur Internet, si vous tapez plan brésilien d'intelligence artificielle, vous pouvez avoir toutes les prescriptions prévues pour l'emploi de l'intelligence artificielle dans la santé, mais c'est un plan très ambitieux déjà. Et on arrive déjà à nos considérations finales pour respecter le temps des autres collègues. On peut dire qu'il est possible de penser l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un moyen d'atténuer les conséquences des inégalités sociales en santé. Mais, comme vu plus haut, il est nécessaire que ces modèles d'application soient adaptés au contexte des grandes inégalités sociales dans la région latino-américaine. Finalement, nous souhaitons que la machine vienne à faire une médiation dans la relation fondamentale présente dans les soins de santé, qui c'est la relation entre les êtres humains. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je laisse le contact ici. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci bien à vous, professeur Canada. La
la discussion sur les deux sessions de ce matin avec l'idée que j'ai exprimée à partir de vos pratiques et de ce que vous avez entendu, peut-être de dessiner quelques questionnements de recherche possibles qui pourraient, j'allais dire, vous orienter aussi dans les couloirs ou dans les déjeuners à prendre contact avec d'autres collègues. Moi, j'ai noté beaucoup de choses. Je vous les livre pour vos réflexions, hein. Les questions effectivement d'une réflexion critique vis-à-vis des informations qui sont fournies par l'intelligence artificielle, la question du processus de décision en médecine qui a été vu à plusieurs aspects. Oui, qui a été vu à plusieurs aspects, et notamment avec les questions et oui, de perte de pouvoir sur le processus relationnel avec le patient. La question, on vient de la voir, des déterminants sociaux et du rôle dans le domaine de l'égalité d'accès aux soins avec l'adaptation des mécanismes d'utilisation de l'IA au contexte socioculturel. Bon, l'éthique de la responsabilité, bien sûr, voilà. Il y en a bien d'autres, vous en avez peut-être relevé, c'est peut-être intéressant de nous dire comment vous les appropriez. Voilà. Alors, peut-être présentez-vous brièvement. Alors, du coup, je parle français, anglais. Ah non, non, on ne parle pas l'anglais. On Donc, parle français ou espagnol. Français-espagnol. Donc, je vais parler français. Je vais commencer par me présenter. Je m'excuse de ne pas parler espagnol. Entiendo más o menos todo, pero hablar es un poco más complicado. Je suis Vanessa Nuroc, je suis professeure de philosophie à l'Université Côte d'Azur en France et chaire UNESCO EVA d'éthique du vivant et de l'artificiel. Et je vais parler lentement pour la traduction, que je remercie, et pour que les personnes me comprennent. Moi, j'avais une question qui s'ajoute un peu à ce que Christian a dit. Donc déjà, merci, je trouve que c'était très riche. Après, ça demande une adaptation cognitive qui est aussi très intéressante, je trouve. J'avais une question concernant un point qui a été soulevé par le professeur Goldim, concernant la question de l'hésitation, qui est une chose qui est très rarement relevée justement quand on discute de ce type de sujet et qui me semblait particulièrement intéressante à ajouter donc à la liste qu'a proposé Christian, que je remercie. Et éventuellement, si on a un petit peu de temps, j'aurais souhaité demander au professeur Goldim d'élaborer un petit peu sur cette question-là, qui me semble vraiment être quelque chose que nous devons discuter, que nous ne discutons pas suffisamment et qui est d'autant plus intéressante dans un contexte qui est multidisciplinaire, puisqu'on n'a pas forcément non plus la même compréhension de ce qu'est l'hésitation. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va laisser poser les questions et puis... Thierry Ménissier, je suis professeur de philosophie et responsable de la chaire éthique et intelligence artificielle, donc à l'Institut d'intelligence artificielle de Grenoble, en France. J'ai une question pour le professeur Granada. J'ai été frappé de la mention de la notion de colonialisme. Est-ce qu'on ne peut pas élargir cette notion, comme d'ailleurs on a entendu plusieurs choses ce matin à cet égard, en termes de domination plus génériquement? C'est-à-dire que les grandes compagnies d'intelligence artificielle n'ont pas, chacun le sait, une visée humaniste, elles ont une visée commerciale. Et vous-même, chers collègues, vous l'avez souligné, c'est un point qui mérite d'être souligné. Les gens qui sont en faiblesse sociale sont les premières victimes, finalement, d'une captation, d'une spoliation des données. Alors, est-ce que ça relève plutôt du colonialisme ou simplement d'une production de plus-value au sens économique qui s'apparente à une forme de domination? C'est ce que j'aimerais qu'on précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations avant qu'on passe aux réponses? Bon, on peut passer aux réponses alors. D'abord, monsieur le professeur Goldim, et puis ensuite Daniel Granada. Gracias por la pregunta. Es una
una cuestión que me importa muchísimo en estos días ahí. La cuestión de la hesitación trae en conjunto la cuestión de la duda. Hay que dudar para poder ir por delante. La curiosidad es la misma cosa. Y los algoritmos no tienen eso. Los algoritmos, nosotros podemos hacer funciones que hacen como se parecen a tener dudas, curiosidad, pero no es una cosa real, es una cosa que se programa para que parecen así. Los nuevos programas como Claude, por ejemplo, que está ahí ahora, que es mucho mejor que ChatGPT, hace la respuesta diciendo, muchas gracias por la pregunta, yo también me intereso por eso, por ese tema, pero no es nada de eso, es una programación para decir eso como para traer un poco de humanidad en la respuesta, la pregunta que se hace. Para mí la hesitación es un tema central en el proceso de toma de decisiones en salud, por la cuestión del número de informaciones que no detengamos en este momento. Esta charla que fue presentada antes, que hablaba de empatía, que hablaba de toda la relación más profunda entre la cuestión de la intersubjetividad de las personas. Esto trae en conjunto una cosa que un algoritmo es muy difícil de entender, esta parte más emocional de la relación. Y con esto entra, cuando estoy enfrente a un paciente y estamos hablando y él me habla algunas cosas que quedan ambiguas, para nosotros esta ambigüedad es creativa, pero para los algoritmos ella es destructiva, la ambigüedad. Y ellos van a involucrar por un camino o por otro. Y para nosotros puede no ser ni uno ni otro, puede ser otra cosa que es ahí está se presentando. Por eso que es una cosa muy interesante. Y epistemológicamente es una maravilla trabajar con eso. Je crois qu'on est enregistré, c'est ça? Donc, oui, il faut parler dans les micros, s'il vous plaît. La technologie. Est-ce qu'il serait possible de nous donner un exemple où la créativité serait fructueuse dans le l'hésitation serait fructueuse car créative dans le domaine médical et où cette créativité serait justement annulée par l'usage de l'intelligence artificielle? Est-ce que dans votre pratique, vous auriez des exemples? Parce que moi, je suis philosophe, donc je reste très abstraite et je pense que l'une des richesses de la discussion, c'est justement de pouvoir travailler à partir de votre expérience également. Merci. Sí, profesor. Para los que están en virtual. Gracias. Bueno, un ejemplo para eso es pensar cuando se habla con un paciente que empieza a hablar de su vida personal y puede dejar cosas que son no tan claras como quiénes son las personas de la familia. Y le preguntas y le dice que tiene uno solo hermano o con quién vive o estas cosas así. Y el grande problema que tenemos con esta interacción es que la mayoría de las encuestas que se hacen para los pacientes son preguntas polares. Son preguntas que se dice sí o no, esto o aquello, pero no se abre la posibilidad de la persona traer otras informaciones. Son aquellas que quien planeó el instrumento quería saber, pero muchas cosas no están ahí. Entonces, la interacción personal es muy buena, pero la interacción por
por otros métodos tecnológicos, han traído cosas muy interesantes para nosotros. Cuando empezamos a hacer teleconsultas con las familias en la pandemia, fue la primera vez que nosotros entramos en las casas de las personas. Porque cuando la persona entraba con un móvil abierto, parecía la casa. Teníamos que preguntar si había alguien ahí porque las cuestiones de privacidad. Pero empezamos a ver cosas que para nosotros eran bloqueadas totalmente. Pero ahora estaba ahí, la familia estaba, la casa, veíamos cómo eran las condiciones de donde vivía esta gente por ahí. Entonces, hay cosas muy buenas en estas cosas tecnológicas, pero también hay riesgos como ese de hacernos preguntas tan dirigidas que nos disminuyen la cosa más creativa, sin duda ninguna. Doctor Martín Saban de Chile. No, de Buenos Aires. Disculpe. Ahora sí. Bueno, yo soy Martín Sabán, soy pediatra, investigador en el Instituto de Efectividad Clínica de Buenos Aires y quería hacer dos comentarios breves. El primero es que muchas de las cosas que vemos en los datos que representan a la población siguen manteniendo un modelo biomédico, o sea, es el médico o los profesionales de la salud representando a personas. Por lo tanto, la información que usamos para hablar de personas sigue replicando el modelo biomédico que aprendimos en la universidad. Entonces, es muy complicado después hacer inferencias hacia posterior, porque justamente lo que se refleja en la última conversación del doctor Granada, en donde obviamos determinantes sociales que son muy importantes para que estos modelos después puedan cumplir con esas promesas que nos decimos de medicina personalizada, de poder predecir cuestiones que tienen que ver más con las personas. Mientras más datos recabemos sobre las personas, mejor van a ser nuestras predicciones. Pero bueno, es un universo que es demasiado multicausal, como son un montón de variables que hay que tomar en cuenta y que hoy en día tomamos el 1% y con el sesgo del modelo biomédico. Que ese era como el primer comentario que se me disparó en base a la última conversación y a la del doctor Goldín. Y lo otro que quería mencionar también era, bueno, justamente la importancia de trabajar de manera transdisciplinaria estos desarrollos y no quedarnos solo con la mirada de un médico y un desarrollador de tecnología hablando sobre cómo podemos predecir el cáncer, sino cómo trabajarlo con las poblaciones, con las personas, que tienen estos problemas para realmente que estos algoritmos estén libres de sesgos de la mejor manera posible y también con esto que hablamos de mitigar los sesgos que pueden aparecer, entendiendo, bueno, nosotros hicimos este experimento en este contexto, lo comparamos con la vida real y nos dio estos resultados, que es de la misma manera que probamos un remedio, un fármaco, cuando lo ponemos a prueba, hacemos una hipótesis de por qué va a funcionar, lo usamos en un contexto controlado y después lo comparamos en la vida real y todavía con la inteligencia artificial nos pasa que no podemos ir a la vida real porque, bueno, tenemos todos estos problemas, no sabemos si son seguras, no sabemos cómo se usan los datos, entonces me parecía que era como una oportunidad muy interesante para traer en el panel y que la charlemos entre todos. A ver si el profesor Daniel Granada quiere contestar a esta pregunta o esta sugerencia o esta Oui, intervención. je peux essayer de contester aux collègues. C'est très provocateur des questions par rapport au colonialisme. J'ai vécu 7 ans en France, c'est bien qui les mots est sensible par rapport à son emploi, mais il faut penser dans un contexte contemporain où on devient des producteurs des données en santé. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le système unique de santé au Brésil, mais c'est un système qui agrège des données des milliers de personnes partout dans le pays
et qu'une fois ces données qui sont disponibles, un libre accès qui puisse être utilisé par des entreprises, on a un grave risque. Et c'est pour ça qu'il faut une réglementation, il faut des mécanismes de contrôle de ces grandes entreprises pour qu'on puisse disposer de ces données et des modèles d'exploitation dans les pays sans devenir un créateur, un fournisseur de données aléatoirement et avoir à payer pour faire l'usage des programmes d'exploitation de ces données. C'est pour ça que les mots, plus forts qu'ils puissent paraître, colonialisme employé dans ces contextes-là, il met en évidence de nouvelles relations où les entreprises utilisent parfois les pays de l'Amérique latine en tant que des laboratoires pour les expérimentations de leurs promesses d'accès à la technologie. Nous avons eu un exemple très récent ici avec une entreprise qui a fourni des systèmes pour les systèmes universitaires gratuits pendant 10 ans et après c'est devenu payant. Et plusieurs universités se sont vues face au besoin de payer pour utiliser les bases de données, de stockage et même des systèmes échange d'emails de ces entreprises. C'est pour ça que j'emploie un terme fort pour mettre en garde par rapport à ça. Mais bien sûr, on peut y réfléchir, on peut discuter. La question de la plus-value, elle est aussi au cœur des questions par rapport à cette proposition de colonisation de l'usage des données par des entreprises de technologie. Bon, j'espère avoir réagi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je vous remercie de votre provocation et de votre question. Maintenant, je donne la parole au professeur Ticheron. Je lui avertis tout simplement qu'on a 2 ou 3 minutes parce qu'on doit quitter la salle. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas tout compris parce que je ne comprends pas l'espagnol, mais il me semble quand même qu'on est un peu trop médico-centré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les technologies numériques, elles sont conçues pour le diagnostic, pour le traitement, pour le suivi, éventuellement pour rappeler aux patients l'horaire de prise de leurs médicaments. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup à faire pour que l'IA puisse être mise au service d'explications claires auprès des patients, parce que les médecins sont bien incapables en général de donner des explications claires. Si vous mettez un texte compliqué sur ChatGPT, vous verrez combien il est capable de vous le simplifier, et si vous le vérifiez, vous pourrez être étonné d'avoir une belle vulgarisation. Donc ça, c'est tourné vers le malade. Mais je pense que l'appropriation de leur maladie par les malades, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu émerger. Et que ce qui est important, c'est de faire des collectifs de malades, favoriser des collectifs de malades dans lesquels il y aura probablement des gens familiers des technologies numériques, de manière à voir comment les technologies numériques existantes et possiblement comment celles à inventer pourraient permettre aux patients de s'approprier leur maladie. Et ça sera une grande surprise pour les médecins. Eh ben, ils peuvent aussi travailler à s'approprier leur propre maladie quand ils en ont une, c'est-à-dire à oublier qu'ils sont médecins, qu'ils utilisent l'IA pour travailler, mais utiliser aussi l'IA pour s'approprier leur maladie. Bon, il y a aujourd'hui beaucoup de techniques pour permettre aux gens de s'approprier leur maladie. Il y a le dessin, il y a le collage, il y a le théâtre, il y a l'improvisation. Eh ben, il faut que l'IA soit un nouvel outil mis à disposition des patients pour qu'ils s'approprient leur maladie. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Merci bien.